Second débat de la soirée où nous allons à présent habiter le monde. Nous allons habiter le monde en compagnie de Romane Lassalle, artiste et architecte, Chloé Salambier, anthropologue, Quentin Wilbaud, architecte et Baptiste Joseph, étudiant en deuxième année de master au Loki. Bien, bonsoir. Donc nous allons débattre ce soir autour de questions d'architecture, société et territoire. Question d'architecture, c'est quoi? Mais c'est un court atelier que nous proposons aux étudiants de master ici à Loki Tournai. Et depuis quelques années, nous essayons de faire travailler ensemble deux questions d'architecture, les questions qu'on a appelées questions société et les questions territoire. Parce que, pour encadrer ce travail un peu particulier, nous pensons, en tant que professeurs, nous sommes ici deux enseignants qui encadrons les questions d'architecture, nous pensons qu'il est intéressant de croiser ces deux approches, donc les approches de territoire. Traditionnellement, elles sont un peu des approches duo, cartographiques, on va dire, et des approches société qui sont plutôt des approches de terrain, avec des enquêtes, des rencontres avec les habitants, etc. Cette année, on a travaillé spécialement sur ces petits pointillés, ces petites croix sur une carte au sein de l'Eurométropole. Notre faculté ici à Loki Tournai est une faculté très transfrontalière, puisqu'il y a des étudiants belges et français qui se retrouvent ici, et beaucoup d'échanges qui se font entre nos deux pays. Et ce petit pointillé nous interroge en tant qu'architecte, puisque les architectes s'occupent d'espace, et surtout que ces petits pointillés sur la carte, qui sont un peu théoriques au sein de l'Eurométropole, cette année-ci, eh bien, cette frontière entre la Belgique et la France a été refermée. Au moment du premier confinement. Aujourd'hui, pas encore tout à fait, mais presque. Et donc, on s'est dit que c'était intéressant d'envoyer les étudiants questionner cette limite dans l'espace, cette limite dans le territoire, qui est une frontière au sein d'un territoire habité où, quelque part, normalement, on ne les vit plus. Bonsoir à tous et à toutes. Donc nous, on a choisi dans cette thématique de habiter la frontière. Donc moi, mon rôle ici, ça va être un peu de redéfinir qu'est-ce qu'on entend par frontière, qu'est-ce qu'on entend au travers de cette notion de l'habiter. Et tout d'abord, pour commencer, la notion d'habiter, elle est multidimensionnelle. Donc c'est une dimension qui peut être, c'est une notion qui peut être abordée au travers de ses dimensions politiques, au travers de sa dimension anthropologique, relationnelle, symbolique aussi. Et nous, il nous semblait intéressant pour questionner la frontière de l'aborder plutôt au travers de la dimension relationnelle. Finalement, quelle est la bonne distance que l'on va mettre entre soi et les autres? Quelle est la distance qui n'est ni trop proche, parce que si on est trop proche, eh bien, c'est la passion et potentiellement des formes de violence. Et si on est trop loin, eh bien, c'est l'isolement, l'individualisme, l'indifférence, etc., etc. Et donc ça nous a questionné et on s'est dit, finalement, la frontière, est-ce qu'on la conçoit comme un mur ou est-ce qu'on la conçoit comme une centralité, cette frontière? Et si on la conçoit comme un mur, eh bien, cela crée bien évidemment des marges, puisque quand on est face à un mur, eh bien, on est au bord du monde, comme le dit Michel Agier dans ses travaux sur les migrants, en faisant référence à la situation qui touche énormément de personnes qui essayent de rejoindre aujourd'hui l'Europe. Et ça augmente aussi l'épaisseur de cette frontière lorsque la frontière est mûre. Si au contraire, on considère la frontière comme étant plutôt une forme de centralité, eh bien, cela permet de questionner les arrangements inédits qui s'expriment dans ces espaces, dans ces territoires, d'un point de vue économique, d'un point de vue symbolique.
Et donc, ça permet aussi d'aborder l'identité comme étant beaucoup plus rhizomique. Quand on est dans une frontière mûre, quelque part, l'identité, c'est une identité racine qui est liée à l'État-nation et qui est peut-être obsolète par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui, où on vit dans un monde qui est mondialisé, où on est sans arrêt en contact avec d'autres cultures, etc. Et donc, l'identité rhizomique, on revient sur un terme qui a été développé par Deleuze et Guattari, donc dans l'ouvrage Mille plateaux. Et je ne sais pas si vous voyez ce qu'est un rhizome, au contraire d'une racine. Donc, un rhizome, c'est une tige, mais qui part à l'horizontale. Et où finalement, à partir de cette tige, il y a toute une série de petits plants qui poussent progressivement et où on ne sait plus distinguer quelle est la racine. Au contraire d'un arbre, voilà, on a un arbre avec un tronc et puis il y a des racines qui vont dans le sol. Le rhizome, il est horizontal, il est souvent souterrain. Et donc, quand on considère la frontière comme étant plutôt une centralité qu'un mur, eh bien, ça permet de questionner cette complexité de nos mondes contemporains, où finalement, on a toute une série de petites tiges qui viennent toucher d'autres tiges et qui créent des identités beaucoup plus complexes que celles qui étaient d'un autre temps, quelque part, celle de l'État-nation. Et donc nous, c'est la proposition un peu qu'on a fait aux étudiants, parce que en réalité, quand on commence à aborder cette frontière non plus comme un mur, mais on va voir qu'on s'est quand même confronté à des murs, eh bien, ça implique de lire cet espace qu'est la frontière, non plus seulement de haut en bas, comme on peut le faire au travers d'une carte, une cartographie qui serait très opérationnelle, mais ça implique d'aborder cette frontière par son milieu, en fait, et donc par le terrain. Et c'était ça tout l'intérêt du travail qui a été réalisé par les étudiants, c'était d'aborder un territoire qui est tout à fait spécifique et où les identités sont complexes, au travers des rencontres avec les habitants, avec les acteurs qui au quotidien en fait vivent sur ces frontières, traversent ces frontières, travaillent sur ces frontières. Voilà, on a eu toute une série de propositions d'étudiants, mais tu peux peut-être présenter. Oui, je vais un peu raconter comment on a fait en fait. Donc, on est parti par le haut aussi, nous, par une cartographie, et on s'est amusé un petit peu justement en regardant le tracé de cette frontière entre deux points ici au sein de l'Eurométropole. Donc au nord, c'est Moucron. Au sud, on s'est arrêté à Bézieux, à l'ancienne frontière sur la chaussée de Lille, la chaussée qui relie directement l'île Tournai. Et on a sélectionné, vu d'en haut, comme ça, des points qui nous paraissaient intéressants, mais exactement sur la frontière, où on sent peut-être simplement qu'il se passe quelque chose parce que d'un côté c'est habité, de l'autre côté ce ne l'est pas, où on sent que au niveau formel, on sent qu'il y a quelque chose qui a l'air d'être pas conflictuel, mais en tout cas une source de questionnement potentiel, puisque ce que l'on a demandé aux étudiants, c'est de revenir avec des questions. Donc d'aller sur des points dans le territoire et de revenir avec des questions que ce territoire pose en interrogeant les gens qui y habitent. Donc on a sélectionné une vingtaine de points. Au fait, étant donné le nombre d'étudiants qui s'étaient inscrits à cette question d'architecture, on a créé 13 groupes. Et on a donné aux étudiants uniquement les coordonnées géographiques d'un point très précis, et en leur disant maintenant vous allez là-bas et vous essayez de rencontrer des gens et de faire remonter des questions. Surtout, ce qu'on leur a demandé, c'est d'être très créatifs, parce que vous allez dire, pour des architectes, c'est quand même un peu spécial de simplement aller faire des enquêtes de terrain ou des recherches cartographiques, mais de faire preuve de créativité dans la façon de représenter ces questions. Comment est-ce qu'on explique ce qu'on peut remonter comme ça d'une enquête de terrain? Et donc là, on va vous montrer quatre travaux comme ça, et puis on débattra après d'un cinquième avec Baptiste qui va nous montrer, parce que là justement le mur dont parlait Chloé Salambier, c'est exactement là vous avez été confronté à un mur justement, et tu vas l'expliquer. Oui, tout à fait. Oui, ok. Donc ici on va vous montrer une petite vidéo ce sont des extraits de 4 propositions
expositions d'étudiants pour représenter ces questions du territoire. Il y a le groupe qu'on a appelé FOVAR, car on avait trouvé les noms des lieux-dits sur la frontière. C'est une impasse où il y avait des questions plutôt d'ordre foncier. Et les étudiants ont représenté ça sous forme d'une sorte de jeu, comme un Monopoly. Vous allez voir, c'est assez intéressant, amusant. Deuxième groupe, c'est Gibraltar, c'est ça. Donc là, il s'agit d'une rue frontière dans un village, avec des questions de façon de vivre cette frontière. Enfin, c'est ça, Romain, oui. Et puis, le troisième groupe, vous allez voir le CRIS 3. Là, il s'agit vraiment d'une rue frontière, avec une église qui regarde la France alors qu'elle est construite en Belgique, avec des commerces qui sont de façon très dissymétrique. Et là, les étudiants ont essayé de représenter ça sous forme de stop motion, ou une sorte de reconstruction dans le temps de ce lieu frontière. Et le quatrième, qu'on appelait Nouveau Riche, l'endroit s'appelle Nouveau Riche parce qu'il y a justement une histoire assez particulière de quelqu'un qui a créé tout un commerce, toute une économie très particulière sur la frontière à partir de tisserands qui travaillaient dans des maisons, et le hameau s'est construit autour de cette histoire-là. Chaque joueur débute avec un budget de 500 000 €. Les cartes actions de couleur verte sont individuelles, comme le montre l'adresse écrite sur chacune des cartes. Ces actions sont des restitutions des faits observés sur notre terrain d'étude. En partie supérieure, l'action qui correspond au terrain du joueur y est mentionnée. En bas à droite, le nombre de points d'expérience est indiqué et le joueur gagne ses points s'il décide de réaliser l'action. Ici, c'est à Clélie de décider ou non si elle souhaite ajouter une extension à l'arrière de la maison de Catherine. Pour les cartes connaissances de couleur bleue, une question sous forme de vrai ou faux est posée au joueur qui pioche la carte. La réponse à la question est indiquée à l'envers, en bas à gauche de la carte. S'il répond de manière correcte à la question, il remporte les points d'expérience indiqués en bas à droite. Grâce au site internet de la commune de Waterloo, on sait que l'entièreté du territoire appartenait au seigneur Halloween, né en 1589. Les cartes crises comportent un événement qui va venir chambouler le cours du jeu. Les faits inscrits sur ces cartes sont issus de faits réels. Ces crises entrent aussi bien dans la catégorie crise sociale que crise sanitaire par exemple. En raison de contrôles douaniers à la frontière, l'accès aux habitations à l'impasse Favok furent fermés pour les habitants français. Le quartier de Gibraltar pourrait s'apparenter à un simple petit village entouré de champs, à première vue. Pourtant, lorsqu'on s'y intéresse plus particulièrement, il nous révèle une frontière appréciée des Français, que l'on retrouve en nombre du côté belge pour des raisons souvent économiques. On trouve dans ce quartier un nombre peu commun de noms pour une même rue, passant ainsi de la rue du chemin vert à la rue de Gibraltar gauche ou droite, selon le côté emprunté depuis la France. On trouve aussi des objets qui révèlent physiquement la frontière. Malheureusement, la frontière pose de nombreux problèmes aux riverains belges et français. Du côté français, certains sont déçus que les illuminations de Noël s'arrêtent dans la rue de Néchin et qu'ils ne puissent en profiter aussi. D'autre part, à la fermeture des frontières lors de la crise de Covid-19, les routes françaises ont été fermées par des blocs de béton et une partie des résidents vivant en France sont retrouvés du côté belge de cette frontière devenue physique. En plus de cela, une partie des habitants français sont privés de fibres et de gaz, et d'autres ne peuvent pas recycler leurs déchets car le service d'ébouage ne passe pas par leur rue. Du côté belge, la quantité des noms de rues dans une si petite zone perturbe les services de géolocalisation et provoque des incidents malheureux lors des livraisons ou des appels d'urgence qui ne réussissent pas à les localiser. Des articles qui expriment aussi que la proximité de la frontière pose des problèmes de délinquance parce que les malfaiteurs savent que la police nationale ne peut intervenir que sur son territoire.
Des délits sont alors commis tels qu'un chauffeur ivre qui a défoncé une façade belge et qui n'a jamais été inquiété grâce au fait qu'il réside en France. Les traces les plus anciennes d'urbanisation autour de la rue remontent au XVIIIe siècle, où quelques bâtisses se regroupent autour d'un calvaire, situé en Belgique, juste en face de la frontière française. Au début du XIXe siècle, le quartier ne subit aucune modification majeure, il garde son caractère rural. Mais la situation change dès 1830 avec l'apparition des douanes. En 1841, la création du chemin de fer Tournai-Moucron sort le quartier de la léthargie. Une gare voit le jour hors du centre du village d'Erzo. Sa position stratégique, proche de la frontière, facilite les contrôles douaniers et les déplacements de main-d'œuvre ouvrière belge travaillant en France. La ligne Erzo-Havelgem est inaugurée en 1881 et celle de Erzo-Roubaix en 1893. L'affluence quotidienne des travailleurs frontaliers est telle qu'un service de tramway est mis en place pour faciliter leur déplacement vers les usines françaises. Entre 1920 et 1940, les usines de la région connaissent un essor sans précédent. Les ouvriers arrivent en masse pour travailler dans les usines de Roubaix, Wattrelos et Tourcoing, et le quartier d'Erzogare atteint jusqu'à 3500 habitants. Les commerces fleurissent dans le quartier. Des cabarets et des bars animent la rue. Cette dynamique de développement du quartier se poursuit par la construction d'une église, en 1936, l'église du Christ-Roi. La rue revêt alors un caractère attractif fort. Vous avez vu 4 travaux d'étudiants, le groupe Fauvard avec son Monopoly réinventé, le groupe Gibraltar avec aussi un stop motion très différent du suivant, sur le groupe Christ Roi avec cette église frontalière, et la BD qui était une autre façon peut-être de relater, de faire remonter la parole des habitants. Mais maintenant, on va voir un autre groupe. Donc, on a un étudiant qui est avec nous. Merci Baptiste d'être venu. Toi, tu vas nous présenter le travail de ton groupe. Et le point sur lequel vous êtes tombé s'appelait... Les ballons. Ballons, oui. Pourquoi ballons ? C'est une longue histoire, je dirais. C'est lié à l'eau, en fait. On suppose que c'est lié à l'eau et à des problèmes d'inondation et que je vais vous expliquer un peu après. Déjà, merci Quentin de me passer la parole. Merci, c'est assez... Je suis très touché de pouvoir partager comme ça un travail d'étudiant. C'est pas souvent que ça arrive et c'est vrai que c'est assez honorifique pour nous. Et donc, le travail qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est tout un travail de recherche, d'analyse, de contact aussi, de discussion avec les gens qu'on a eu sur le terrain, et aussi des analyses qu'on a faites donc de cartes historiques ou territoriales. Et ce travail donc a mené à une exposition qu'on a nommée donc Nomade et que je vais vous présenter tout de suite à travers une petite vidéo. Bonjour à toutes et à tous. 50, 42, 43, 10, N, 3, 12, 20, 12, E. Cet assemblage de chiffres et de lettres pourrait nous faire croire que nous sommes dans la célèbre émission télé du même nom, mais il s'agit bel et bien là des coordonnées géographiques qui nous ont été données au début de cet exercice. Cette suite de chiffres correspond donc à un point bien précis, situé le long de la frontière franco-belge, à une demi-heure de tournée au nord, entre Tourcoing, Roubaix et Moucron. C'est en regardant de plus près ce point qu'on remarque qu'à cet endroit précis et de manière singulière, le territoire belge avance dans le territoire français. Cette frontière qui prend la forme d'une excroissance, nous l'avons qualifiée d'enclave, car elle est totalement refermée sur elle-même, et il n'existe qu'un seul réel aménagement, piéton, qui relie les deux pays. À l'intérieur de l'enclave, nous avons le quartier des Ballons, de la commune de Erso, qui constitue, avec quelques maisons mitoyennes, côté français, la partie sédentaire des habitants. Ces habitants cohabitent avec une communauté historiquement nomade, installée depuis plus de 20 ans dans la région, dans le camp juste à côté,
pour gens du voyage. Le point exact se situe lui au niveau de l'impasse Mailleux qui donne sur l'arrière de ce camp, et son coin poubelle. À force de visite des lieux, de recherches cartographiques et surtout de rencontres avec les habitants, ces données GPS sont devenues peu à peu un lieu de vie comme nous n'en avions jamais vu auparavant, celui d'un camp de gens du voyage et de ses voisins. Le manque d'accessibilité à ce camp et la façon dont il est enclos par des talus, des murs de végétation, des palissades en béton et un mur anti-bruit nous a immédiatement frappés. Face à cette sensation d'impasse imbriquées les unes dans les autres, et pour résumer nos semaines d'analyse, nous avons le projet de transformer ce lieu en exposition urbaine éphémère. L'exposition in situ serait composée principalement du site en lui-même. L'idée serait de transformer le bout de l'impasse Mailleux, qui articule le camp, la frontière franco-belge et les égarés de passage, en un lieu d'exposition. Dans ce lieu, nous mettrons en place, via des pochoirs, 4 œuvres street art mettant en scène sous un œil satirique une histoire, des histoires tirées de nos analyses. Cette exposition serait accompagnée d'une brochure distribuée sur place aux visiteurs avec d'un côté, sur la face blanche, une synthèse de nos recherches et sur la face noire, une frise narrative illustrant le site dans sa globalité. Le premier pochoir s'intitule « Les manipulations de l'ombre ». Dans chaque bonne histoire, il y a un méchant loup. Ici, cette figure gigantesque surplombant le décor à l'abri du mur d'enceinte représente en réalité tous les loups qui rôdent autour de ce lieu pour manipuler les acteurs comme des pions. Ce lieu est aujourd'hui le fruit de ces manipulations. Si elles n'ont pas soulevé des montagnes, nous pouvons vous assurer qu'elles ont bel et bien métamorphosé le site au fil des siècles. En bas, de la droite vers la gauche, on aperçoit quelques-uns des pions de l'échiquier. Les gens du voyage, évidemment, ainsi que leurs caravanes, mais aussi des forces de l'ordre, les poussant vers un nouveau lieu de camp aménagé avec des blocs sanitaires. Une machine de chantier qui, à peine leur départ, s'occupe de nettoyer et transformer l'espace pour un projet futur. Enfin, le panneau parking sur la gauche, vers laquelle se dirige la caravane, indique déjà une nouvelle expulsion et un nouveau projet alors même que l'espace n'est pas occupé. Le mur d'enceinte séparant le loup des acteurs grandit au fur et à mesure que l'histoire se répète, accentuant encore plus la marginalisation des populations. Les fluctuations de l'eau parlent ici de l'impact historique qu'a eu l'eau sur ce territoire et l'enjeu qu'elle représente encore aujourd'hui. Avec l'analyse des cartes et documents historiques, nous avons compris que passait autrefois un ruisseau à proximité de ce point. Aujourd'hui canalisé, il était autrefois entouré de marais et fut la source de plusieurs inondations historiques dans ce quartier des Ballons. Ces nombreux travaux d'assainissement et de déviation sont les fluctuations subies par l'eau. Fluctuations représentées ici par l'ouvrier qui termine son travail en canalisant le ruisseau. Il ne se rend pas compte qu'il coupe en réalité le robinet du gitan situé en arrière-plan qui ne peut plus remplir sa gourde. Ce titre vous rappellera, je n'en doute pas, la crise que nous vivons tous aujourd'hui. Il évoque en réalité bien plus encore. Nous l'avons rapidement abordé précédemment. Les barrières sont bien présentes sur ce terrain, matérialisées par des murs anti-bruit du côté français et une palissade en béton côté belge. Elles séparent deux mondes, deux communautés, deux réalités. Ces limites et les personnages qui les côtoient montrent bien l'inconscience des uns et des autres pour ce qu'il se passe de l'autre côté de la barrière. Ces deux murs et le bloc en béton forment ensemble un enclos autour d'un enfant de la communauté gitane. Ils confectionnent ainsi une nouvelle forme d'impasse qui viennent restreindre les possibilités de futur de l'enfant. Dans ce dernier pochoir, nous retrouvons deux personnages emblématiques des deux pays frontaliers, la Marianne française et le Manneken-Pis belge. Ils sont en pleine instance de divorce et se disputent la responsabilité d'un jouet, une caravane. Cette illustration traite ici des responsabilités que semblent se rejeter les deux pays et les deux communautés francophones.
Bien qu'installé en France, le camp suscite des différences des deux côtés de la frontière. Ces disputes, jamais résolues, participent à renforcer la sensation de frontières multiples et variées à toutes les échelles. Comme vous l'avez sûrement vu, les œuvres seraient donc directement peintes sur les différents murs qui composent le fond de l'impasse Mailleux. La brochure, quant à elle, permet aux visiteurs de comprendre notre démarche en s'immergeant dans nos recherches et notre travail de terrain. Nous avons également poussé l'exercice en réalisant ces invitations qui s'adressent à toutes les personnes intéressées par cette exposition, allant du simple citoyen au maire ou au bourgmestre, mais aussi aux chercheurs, architectes, paysagistes, anthropologues, sociologues et autres associations intéressées. Il existe sur ce site un combat à distance qui semble ne jamais se résoudre. L'objectif rêvé est de favoriser les rencontres, la communication entre tous les acteurs de ce lieu pour faire fructifier cette opposition. Transformer le ring de boxe en table ronde autour de laquelle il serait possible de soulever les problèmes et trouver les solutions. Avant de continuer le débat, nous allons prendre de la hauteur avec les acrobates venus de Gand, les Biflates. Vous allez voir qu'ils ont investi le Loki d'une façon très particulière et inédite. Voilà, après ce passage un peu festif et acrobatique, on va revenir un petit peu sur le travail du groupe de Baptiste, essayer un peu de revenir à notre question qui est donc habiter la frontière, où nous, en tant qu'enseignants, enseignantes, on avait l'intuition que ce moment de crise sanitaire qui vient se superposer à toute une série d'autres crises, crise sociale, crise identitaire, crise économique, crise écologique, et puis tout à coup, il y a une nouvelle crise qui apparaît, c'est cette crise sanitaire. Et notre intuition, c'était que c'était quelque part intéressant de pouvoir questionner cette crise au travers de lieux qui sont très proches de nous, qu'on traverse quotidiennement. On est tous un peu frontaliers ici dans ce débat. Et donc, voilà, on s'est dit à partir de la frontière, on peut peut-être aborder cette nouvelle crise qui se pose à nous. Mais je voulais te demander un petit peu, Baptiste, justement, par rapport à tout ça, on sent que justement cette superposition des crises, elle transforme un peu aussi le métier d'architecte. Et vous, comment est-ce que vous avez abordé ce terrain ? Comment est-ce que vous êtes arrivé sur place ? Comment est-ce que vous avez ressenti en fait ce travail de terrain? Vous avez été parachuté sur un point GPS. Comment ça s'est passé pour vous? Je dirais que le premier sentiment qu'on a eu en arrivant sur place, c'est la surprise.
parce que quand on a appris donc à quelles coordonnées GPS on devait se rendre, on s'y est rendu sans regarder au préalable voilà, où c'était vraiment, de quoi. On n'a pas du tout fait l'analyse territoriale, justement. On a d'abord fait peut-être l'analyse sociale, où en se rendant directement sur place. Et c'est vrai qu'on l'a vu précédemment, le site c'est vraiment un endroit derrière beaucoup de choses, derrière des habitations. C'est une impasse où personne ne va d'habitude. Et quand on est arrivé et on a vu cette impasse, on s'est dit ok, on ne peut pas aller plus loin, c'est forcément là du coup. Et en plus de ça, on a vu au loin quelques caravanes, quelques toits de caravanes qu'on voyait. On s'est dit non, ils nous ont pas fait ça quand même. Au début, on croyait que c'était une blague, que vous aviez organisé un peu quelque chose, un piège, en se disant on va les envoyer se frotter à des gens du voyage. Et on venait du coup donc avec cette surprise. On découvre les lieux vraiment pour la première fois, et aussi quand on a vu qu'il y avait ce camp, il y a tous nos a priori qu'on a, je pense tous. Enfin moi avant j'étais jamais allé visiter un camp de gens du voyage, je leur avais jamais parlé, et la seule image que j'avais d'eux c'était vraiment des a priori que la société a. Et en fait, dans un premier lieu, donc on a fait le tour un peu, on s'est dit ok, à quoi ressemble notre point géographique. On a fait un peu le tour du camp, on a vu les maisons aussi à côté, la route, etc. Les passages qui existaient, on a essayé de situer précisément cette frontière administrative qui existait déjà. Et à la fin, on s'est dit ça serait quand même bien, peut-être pour la semaine prochaine. Là, on va pas aller tout de suite interroger ces gens qui savent pas trop qui on est. On va d'abord aller se présenter et dire qu'est-ce qu'on va faire là, parce que l'idée c'était du coup de revenir plusieurs lundis de suite pour questionner ces gens et questionner le territoire. Et donc on est allé se présenter un peu, un peu pas stressé, mais voilà, on se posait des questions, comment ça allait se passer. Donc on y allait en groupe. Et en fait, ça s'est assez bien passé. On a tout de suite été reçus, il n'y a pas eu de problème. On a parlé à 2-3 personnes du camp qui nous ont dit pas de souci. En même temps, on a rencontré un coordinateur, un peu un employé donc d'une société qui est chargé de gérer un peu le camp, de le nettoyer, de voir que si tout va bien, etc. avec les habitants. Et donc on a rencontré tout ce petit monde, on s'est présenté donc très simplement. Et après, ça a permis aussi que chaque semaine on se disait ils voient qui on est. Nous on a vu rapidement qui ils sont pas du tout comme on l'imagine. C'est pas du tout des loups, c'est beaucoup plus des gens très simples qui ont vraiment besoin de discuter. Ça, on s'en est rendu compte au fur et à mesure de nos visites. En fait, ces gens ils ont une histoire et ils ont besoin d'être écoutés. En fait, on ressentait ça très fort. C'est des choses pas forcément faciles. Enfin, c'est des conditions de vie qui sont pas faciles. Et quand nous on leur expliquait, on est étudiant, on fait un travail de recherche, etc. On prenait compte de ça. On se rendait compte de ça sur le terrain en arrivant et en écoutant ces gens en fait qui nous disaient un peu tout leur malheur, quoi. Donc nous, on était un peu en porte-à-faux là-dessus parce qu'on se disait mais qu'est-ce qu'on peut bien répondre ? Enfin, on n'avait pas de réponse à leur donner tout de suite. Et c'est par la suite, au fur et à mesure que le travail avançait, on s'est rendu compte qu'en fait, et c'est ce qui nous a un peu amené aussi à penser cette exposition No-Made, c'est qu'on se rendait compte que peut-être ce qu'on faisait, c'était pas juste pour nos études, pour valider un diplôme ou des crédits, etc. Ça pouvait aussi servir à poser des questions, à interpeller, et à se retrouver les gens entre eux pour discuter autour de ces problèmes de limites, de frontières qui existaient. Oui, parce que la frontière à laquelle vous avez été confrontés, justement, elle est matérialisée. Elle est entre un camp de gens du voyage et de l'autre côté, des sédentaires du côté belge, et avec une limite très nette dans votre cas. Donc, est-ce que ces personnes se parlent ? On a bien vu que tu présentais cette sorte de table ronde où quelque part, le loup est un chien. Enfin, mais donc il y a toute une sorte de projet derrière l'enquête de terrain que vous avez réalisée, de proposer une façon d'habiter la frontière dans cet endroit très particulier. Oui, c'est ça. En fait, au début, on s'est rendu compte que finalement la frontière ne correspondait pas à celle qu'on connaissait du tracé donc administratif. Parce que on est en Europe, on peut franchir ce passage. Là, c'est un cas particulier. Il n'y a pas forcément beaucoup d'endroits pour la franchir parce que ça correspond souvent à des terrains privés, donc qui sont clôturés, etc. Surtout dans ce coin-là, les gens avaient tendance, on a remarqué ça, les habitants
français ou belges avaient tendance à vraiment se barricader chez eux. Il y avait des caméras partout, des panneaux qui disaient attention, chien méchant, ou attention, vous êtes filmé, etc. Pour se protéger un peu aussi on pense, de ce camp, voilà, de tous les a priori qu'il pouvait y avoir autour. Et donc cette frontière, on s'est aperçu qu'elle n'était pas le tracé administratif, mais c'était en fait des murs, des talus qui venaient enclore totalement ce camp, et aussi empêcher les passages entre voisins, entre cette communauté, donc la communauté sédentaire et la communauté nomade. Est-ce que tu peux un peu expliquer peut-être justement donc dans ce contexte de crise, on voit un petit peu que les rôles sont en train de se redéfinir. C'est plus tout à fait le métier de l'architecte traditionnel, classique, créateur, etc. On voit que d'autres choses apparaissent, notamment cette question de la négociation qui est très importante dans ces espaces frontaliers où on voit qu'il y a toute une série de choses qui se négocient. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu toi, ce que ça t'apporte en tant que futur architecte de pouvoir travailler sur un terrain tel que celui sur lequel vous avez travaillé, et qu'est-ce que ça implique comme changement de posture quelque part, de travailler de cette façon-là? Oui, bien sûr. Alors, si on reprend la dernière image qu'on voyait donc, dans la petite vidéo précédemment, avec tous les acteurs, les acteurs qu'on a pu rencontrer, qui étaient réunis autour d'une table, effectivement, il n'y a pas d'architecte représenté à cet endroit-là. Mais moi, ma façon de voir personnelle, c'est que l'architecte, il devrait se placer autour de cette table, pas au milieu, pas à côté, mais autour de cette table avec les gens, au même niveau, et pour faciliter notamment le dialogue. C'est-à-dire que il va plus intervenir ici comme un coordinateur, un modérateur un peu, ou en donnant la parole de manière égale à tous ces acteurs réunis, pour éviter que justement il y en ait un qui prenne le dessus et qui impose ses idées aux autres, et que les autres soient juste dans l'écoute. En fait, à la fois il faut être dans l'écoute, mais à la fois il faut être dans l'intervention. Chacun a son mot à dire, et je pense que l'architecte, c'est un peu aussi la place qu'il doit prendre dans le monde, dans cette crise à venir et actuelle. C'est de se dire voilà, les gens, déjà c'est travailler avec les gens. Et c'est vrai que ça, c'est un peu la chance qu'on a eue à travers ce QA, c'est qu'on rencontrait beaucoup de gens, et ça donnait donc quelque chose de très concret. On était très vite pris à partie, c'est ce que je disais un peu avant. Et ne plus travailler juste derrière des cartes ou derrière des plans, mais aussi aller voir ce qu'il y a sur ces plans, dans ces espaces, et parler avec ces gens, prendre leur avis en compte, et voilà, les écouter et les faire se réunir. Et vous avez proposé une exposition, une intervention artistique sur ce fameux mur, c'est ça? Et donc il y a aussi cette lecture, je dirais, plus artistique de la frontière, et c'est une façon de rebondir et de passer la parole à Roman, qui a un parcours particulier. Oui, tout à fait. Effectivement, je pense que ce qui est très intéressant dans le travail qui a été présenté par votre groupe et par les autres groupes, c'est cette question de la représentation qui vient un peu réinterroger nos outils classiques de représentation en tant qu'architecte, le plan, la cartographie. Et quand on prend par exemple une cartographie dite classique qui représente une frontière, on voit comme ça une ligne qui vient séparer une seule et même géographie, mais elle ne tient pas en compte de l'épaisseur de la frontière, c'est-à-dire le territoire transfrontalier. Et donc cette idée de territoire transfrontalier, c'est un peu comme un monde entre les mondes qui est doté d'une spatialité, d'un rapport social, symbolique et imaginaire très particulier et très spécifique. Et donc en réinterrogeant ces systèmes de représentation, on va essayer de voir en quoi et comment on peut représenter ces dynamiques qui traversent la frontière, et également ces caractéristiques multidimensionnelles que nous, en tant qu'architectes, on peut parfois peiner à représenter avec nos simples outils de représentation. Et donc en fait, s'interroger au concept de frontière, c'est aussi interroger les pratiques scientifiques et non scientifiques qui vont permettre en fait de compléter notre regard. Et voilà. Et donc de ce fait-là, je voulais poursuivre la réflexion en vous présentant quelques travaux d'artistes qui ont travaillé sur la question de l'objet frontière, avec une première vidéo d'une performance qui a été faite par un artiste qui s'appelle Francis Alice, qui est par ailleurs architecte, qui a suivi un cursus à l'Institut de Saint-Luc à Tournai. Et donc c'est une performance qui s'intitule The Green Line, donc la ligne verte,
où l'artiste, en fait, pendant 2 jours, va marcher le long de la frontière qui sépare l'État d'Israël des États arabes, donc une frontière qui a été fixée suite à l'armistice de 1949. Et pendant cette marche, en fait, il va se munir de pots de peinture et verser de la peinture à même le sol pour retracer cette frontière qui a été, entre guillemets, bafouée, en ce sens où elle n'est pas respectée aujourd'hui par l'État d'Israël et qu'elle n'apparaît d'ailleurs pas sur leur cartographie officielle. Pour la deuxième vidéo, nous verrons une vidéo de l'artiste Till Ruskens, qui est une vidéo mapping, où l'artiste va interroger des habitants d'un camp de réfugiés qui s'appelle Haïda, situé à Bethléem. Et il va leur demander comme ça de cartographier les lieux, donc de dessiner les lieux de leur quotidien, de leur trajet, et de montrer aussi par la parole, d'expliquer aussi les difficultés face auxquelles ils sont confrontés. Et donc avec ce double regard, à la fois le dessin, l'approche par le dessin et l'approche par l'interview, on obtient quelque part une géographie subjective qui aussi va dire beaucoup et qui présente une forme de cartographie alternative qui va au-delà d'une simple cartographie. Troisième extrait vidéo, donc un extrait de la bande-annonce du film Les Sauteurs, un film qui a été réalisé par 2 réalisateurs suisses, Stéphane Wagner et Maurice Siebert, qui vont confier une caméra DV à un migrant qui s'appelle Aboubakar Sidibé et qui quelque part va incarner le 3e réalisateur de ce film. Et donc ce migrant vit au mont Gourougou, qui est un mont à proximité de l'enclave de Melilla, qui est une enclave espagnole qui est située au Maroc. Et donc ce migrant, Aboubakar Sidibé, va filmer le camp dans lequel il vit avec ses camarades, et donc les moments latents et aussi les moments où ils vont tenter de passer au-dessus du mur qui les sépare de l'Europe. Et ce qui est intéressant en fait dans ce film, c'est que les réalisateurs vont avoir recours également aux images des caméras thermiques et des caméras de vidéosurveillance de la frontière de l'enclave de Melilla, qui va filmer le mont Gourougou et observer les déplacements des migrants. Et ce qui vient du coup confronter 2 visions, à la fois une vision anthropique d'Aboubacar qui représente sa vie, et une vision cette fois-ci beaucoup plus juridique, l'écran du pouvoir avec les caméras de vidéosurveillance. Et enfin, pour faire rapide, dernière vidéo qui sera cette fois-ci un teaser du travail de l'atelier Limo, qui est un web documentaire qui s'appelle Border Bistro et qui s'intéresse à 9 bistrots situés à la frontière linguistique belge. Donc des bistrots où les usagers sont à la fois francophones, néerlandophones et germanophones. Et donc Simon Brunel et Nicolas Pantier, qui sont par ailleurs 2 architectes diplômés de l'architecture de Lille, l'école d'architecture de Lille, vont interroger les usagers des bistrots, et beaucoup de questions vont ressortir autour de l'identité, l'avenir de l'Europe et les enjeux d'un avenir dans une société multiculturelle. متى 80 في الشغال البرج ممكن في أي لحظة يكون متواجد فيه جنود
هون بيقدروا يجوا الجنود. الحلو في المخيم إنه كان الدور ملزقة في بعض، يعني شيء فتحات بسيطة بينهم، كان الواحد يعرف يتخبى فيهن، يعني يقدر يعيش. يعني كنت أقدر أشرب، إذا بدي أشرب يعني إياه من فوق الحيط تشالك. والله وصلنا في جيش محاوطين الدنيا، باكي صايرة عملية يومها، عملية الجرافة في القدس. ايوه اخر واحدة. والله ماشيين يمكن كده كلك زي منهان وبيت لحم، تعرف في البر. قلت لهم للحمير اللي معي، كانوا اثنين من طول كرم وواحد من نابلس، قلت لهم تجروش تشردوش نسلم حالنا، قالوا ماشي. تنصل الشيء ولا هم صفين لك هتجيب مبطحين، رفعوا السلاح علينا وكم يفعطوا لك الثلاث، اقسم بالله بلش لك طخ. Quand on regarde le monde au travers d'une caméra, on commence à percevoir l'entourage différemment. J'ai commencé à prendre plaisir à la création d'images. Lentement, j'y ai trouvé de la beauté. Elles ont un sens pour moi. J'ai commencé à m'exprimer avec des images. Je sens que j'existe, car je filme. Adama dembe bolila kawa sojamba dola o sojamba tawale ko Europa. Si j'avais une phrase à apprendre à un Wallon qui parle pas néerlandais, vergeet niet dat je een Belg bent. N'oublie pas que toi aussi tu es un Belge. Bienvenue au Border Bistro. Le pays, les habitants, les citoyens belges restent bien des Belges quelque part. Nous sommes à la frontière. Nous faisons 3 km, nous sommes en Brabant flamand. 9 journées au bistrot, le long de la frontière linguistique belge. Je trouve ce côté-ci beaucoup plus authentique qu'en Wallonie. Tout en étant wallon, mais ça je m'en fous pas mal. On m'a dit que j'étais un modèle d'intégration. J'aurais dit, attends, pourquoi je dois m'intégrer dans mon pays, quoi? Une expérience interactive avec Sandy, Fatima, Gilbert, Warren, Déborah, Valérie, Jean-Marie, Henri, Pierre, Rina, Wesley, Clara, Willy et les autres. Border Bistro, un web documentaire d'Atelier Limo. www.borderbistro.eu. Voilà, donc cette dernière séquence de Border Bistro nous donne beaucoup de nostalgie, parce que ça paraît être une période très lointaine, ce moment où on pouvait aller boire des coups sur la frontière belgo-française. Et donc on va revenir un petit peu justement sur cette période de crise tout à fait particulière, où finalement on voit un retour justement des frontières. On s'imaginait que avec l'espace Schengen, les frontières, eh bien, elles étaient en train de se déplacer, elles étaient très lointaines, elles étaient dans les pays de l'Est, puis il y a la Roumanie qui est entrée dans l'Union européenne, enfin toute une série de pays et qui repoussaient les frontières. Et puis
pour nous, en tant qu'Européens, eh bien, elle avait presque disparu, la frontière. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, évidemment. Mais... Et là, tout à coup, avec cette crise, donc il y a le retour des frontières, et ces frontières, elles se situent à différentes échelles. Aujourd'hui, on est tous masqués, il y a les gestes barrières, et puis il y a les frontières physiques qui sont réapparues aussi pendant la crise Covid, le basculement dans le numérique. Enfin, tout ça a été extrêmement rapide. Et donc, on peut peut-être revenir un petit peu justement sur localement comment ça s'est passé, et ces fermetures des frontières et donc des espaces qui sont tout le temps traversés, où il y a une porosité très forte et où finalement cette frontière ici franco-belge, elle fonctionne plus comme une sorte de seuil comme un mur à beaucoup d'endroits. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux peut-être revenir sur le contexte, Roman, du Covid. Oui, alors je pensais plutôt rebondir en tout cas sur le sujet que tu abordes. C'est vrai qu'avec la crise du Covid, la question de la frontière réapparaît devant nos yeux. On se dit, bon voilà, on ne peut plus passer la frontière comme d'habitude. On a tous été confrontés à ça ici parce qu'on est pour la plupart d'entre nous frontaliers. Mais en même temps, quand on regarde les travaux des étudiants, on s'aperçoit que la frontière franco-belge, en réalité, n'a jamais cessé d'exister. C'est-à-dire que si on commence à longer cette frontière, on s'aperçoit qu'il y a encore énormément de choses à retravailler, que ce soit dans nos politiques d'aménagement, par exemple. Mais par exemple, si on prend le cas de la frontière franco-belge entre la cité de la Bourgogne à Tourcoing et Moucron, il y a un mur qui existe aujourd'hui pour séparer les habitants, dû à des problèmes, par exemple, d'insécurité. Et quand on voit également votre travail sur les ballons, il y a aussi cette notion de mur qui est là et qui persiste. Et donc c'est ce territoire en fait qu'on envisage encore aujourd'hui comme très ouvert, qu'on imagine très ouvert, en réalité ne l'est pas du tout. Et il y a encore énormément de choses à voir et il faut, je pense, poursuivre ces recherches sur ces territoires transfrontaliers qui sont encore, à mon avis, assez peu exemplaires dans l'idée qu'on peut en faire d'un lieu de porosité, d'échange entre la France et la Belgique. Ça pose aussi foncièrement la question des inégalités sociales, bien évidemment, puisque les lieux où finalement la frontière est mûre, eh bien, c'est mûr par rapport à des gens qui sont moins dotés en capital économique, tu le dis, des problèmes d'insécurité, la question des migrants aujourd'hui qui épaissit très fortement, où finalement on se retrouve avec une sorte de monde archipel où on a comme ça des frontières qui ont tendance à s'épaissir et qui rejettent au-delà des murs finalement et qui exacerbent énormément les inégalités sociales qui peuvent exister dans notre monde. Et donc, pour terminer, peut-être, on voulait revenir un petit peu sur la notion de crise, parce que je pense que nous, en tant qu'enseignants, on est des grands optimistes, et donc on voudrait se saisir en fait de ce moment de crise comme une opportunité pour repenser beaucoup de choses, non pas l'enseignement à distance, mais l'enseignement en présentiel, non pas des frontières, mais justement des seuils, etc. Enfin, il y a toute une série de choses qui émergent aujourd'hui et qui sont extrêmement intéressantes. Et donc, peut-être pour terminer, Quentin, revenir sur ce sur quoi on était parti au début du cours, sur la notion de crise. Cette question d'architecture et la façon dont on l'avait présentée aussi aux étudiants, parce que c'est vrai que déjà, cet extrait de une page dans Le Monde, j'avais fait une photo là, avec le titre en grand, on nous a dit qu'il n'y avait plus de frontières en Europe, on nous a trompés. C'est vrai que la crise a redessiné quelque part les frontières, et cette crise, c'est dans ce contexte-là donc qu'on a envoyé les étudiants, c'est vrai, faire des enquêtes de terrain qui étaient quand même un peu difficiles à réaliser dans ce contexte très particulier. Et crise, tous les enseignants, donc on est 7 enseignants encadrants de cette question d'architecture. Et chacun a défini sa façon de voir la crise en préambule au travail des étudiants. Et c'est vrai que l'idéogramme chinois qui représente le mot crise nous semblait fort
très porteur pour envoyer les étudiants se poser des questions sur la frontière aujourd'hui. L'idéogramme chinois qui représente le mot crise en fait est constitué de deux parties d'idéogramme, l'un qui signifie danger et l'autre qui signifie opportunité. Et c'est vrai qu'on a essayé à travers les questions que la frontière telle qu'elle est redessinée aujourd'hui pose, d'essayer de voir non pas uniquement les côtés négatifs, mais aussi toutes les opportunités d'habiter cette frontière comme un espace à part entière.